Bienvenue sur Radio Corse International sur Télépaèse pour votre matinale de ce mercredi 28 janvier. Bonjour, salut à tous. Et en ce mercredi 28 janvier, on va fêter les Thomas Ajon, lingua corsa, les Thomas d'Aquin. Voilà, donc si vous connaissez des Thomas dans votre entourage, vos amis, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message donc aujourd'hui. Voilà, donc pour ce début de matinale, au programme de votre matinale, on va parler cinéma aujourd'hui avec nos amis d'Artemar et qui s'exportent du côté de Marseille. Nos rubriques habituelles, on va débuter de suite avec Philippe Jam. On va faire un beau point météo parce que le temps n'est pas au beau fixe aujourd'hui, ainsi qu'un point information avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Attention, la Corse est placée en vigilance jaune aujourd'hui, jaune orage, puis inondation et ce jusqu'à 16h. Le temps sera donc très nuageux à couvert, notamment en matinée, avec des averses et de la neige au-dessus de 1300 mètres. Dans l'après-midi, des éclaircies vont se développer, notamment sur le littoral, mais des averses seront encore d'actualité dans l'intérieur de l'île. Le vent d'ouest va souffler fort sur la côte occidentale, dans l'intérieur de l'île, sur le relief et également aux extrémités, avec des rafales atteint jusqu'à 100 km/h. Les maximales de ce mercredi seront comprises entre 12 et 15 degrés en bord de mer et de 4 à 11 degrés dans l'intérieur selon l'altitude. Un incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi dans les caves d'un immeuble du quartier des Salines à Ajaccio. Les flammes ont pu être maîtrisées par les pompiers au bout de 2 heures. On ne déplore aucun blessé et aucun appartement n'a été menacé. Dans l'enquête ouverte des chefs d'associations de malfaiteurs et de destruction par un moyen dangereux après les incendies de bateaux survenus à Saint-Florent d'avril à septembre 2025, 4 personnes ont été interpellées en Haute-Corse et dans la région de Propriano et placées en garde à vue. L'une d'entre elles, incarcérée dans une autre affaire, a été extraite de sa cellule. Et puis 2 hommes défavorablement connus de la justice ont été arrêtés à Nice hier matin et placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur l'assassinat de Massimo Ponchelet en 2024 à l'Île-Rousse. Ce dernier, pépiniériste à Corbara, avait été tué par balle dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 octobre sur la place Paoli. La victime était connue des autorités judiciaires. En 2020, elle avait été victime d'une tentative d'assassinat à l'Île-Rousse et en 2023, elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Bastia à 36 mois de prison, dont 18 mois fermes pour un trafic de stupéfiants entre Marseille et la Balagne. Des militants de Corinne Front, une demi-douzaine, feront bien partie de la liste de Gilles Simeoni aux prochaines municipales de Bastia. Comme il l'avait indiqué au début de sa campagne, Gilles Simeoni souligne que sa liste comprend également la socialiste Emmanuelle de Gentile et un certain nombre de personnalités issues de la famille libérale. La liste complète devrait être présentée le 18 février prochain au centre culturel L'Albor. Une délégation de l'Union des prud'hommes de pêche de Méditerranée a été reçue hier à Bruxelles. Si la corporation, d'une façon générale, doit faire face à une hausse des coûts d'énergie et de maintenance et une perte d'attractivité, en Corse, elle prend une dimension spécifique en raison justement de l'insularité. Ainsi, la filière ne compte plus que 150 bateaux sur notre île et l'aide de l'Europe est donc primordiale pour la survie de la pêche artisanale. 98% de l'activité relève en effet de la petite pêche côtière en Corse, alors que dans les autres régions, notamment dans le sud, le chalutage domine largement. Les représentants insulaires ont donc sur place pointé les spécificités de l'île qui échappent parfois aux responsables de la pêche européenne. Merci Philippe, on vous retrouve dans un petit moment avec les invités. Pour l'instant, on s'en va du côté de Pau, du côté de Cagnes, c'est pour les pronostics hippiques de Rémi. Donc n'hésitez pas, vous avez déjà votre petit stylo comme moi, le petit calepin pour noter de suite les pronostics pour pouvoir les jouer aujourd'hui donc dans vos PMU. Rémi, les pronostics hippiques. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Pau pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 16 Kimfly qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la réunion de Cagnes, dans la 4e, le 11 Hadès de Liton devrait lutter pour la victoire.
tout comme dans la 5e, le numéro 5, l'Ange MF. Bon jeu à tous. Voilà, il se trompe rarement, je vous le dis, très très rarement. Quand même pour le Grand Prix d'Amérique, il aurait fallu l'écouter. On poursuit cette fois-ci, mais avec l'horoscope. L'horoscope, c'est Paxi. Voilà ce que vont nous prédire les astres donc aujourd'hui pour ce mercredi 28 janvier. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les Gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les Cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les Lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les Vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les Balances, bonheur, joie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les Scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les Capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. On se fait un petit passage littérature, ça vous dit? Et c'est avec Elisa que nous allons faire ce petit passage littérature. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse International aujourd'hui pour cette chronique dédiée à la littérature, les lectures d'Elisa. Alors comme vous le savez, dans cette chronique je vous parle de mes lectures, de mes romans, de mes coups de cœur. Aujourd'hui j'avais envie de vous en dire un petit peu plus sur 2 ouvrages que je viens de terminer, donc de lecture de ce début de 2026. Le premier ouvrage, celui de Marie Ferrante, Histoires cruelles et amours obscurs, paru chez Gallimard en 2025. Alors évidemment, on ne présente plus l'excellente Marie Ferrante que je salue au passage. C'est un recueil de nouvelles, de 14 nouvelles, toutes ancrées dans le paysage, dans notre paysage corse et dans notre culture, entre mer et montagne, entre villes et villages. Marie Ferrante nous donne à explorer la psyché de héros et anti-héros ordinaires, non dénués d'une certaine complexité. Et là, Marie Ferrante excelle à décrire la palette des sentiments, la mélancolie, la tristesse diffuse, les frustrations lentement nourries, les amours mortes et pourtant toujours vivaces dans les cœurs et les mémoires, les désirs qui couvent tels des cendres sous le feu éteint, la convoitise, les solitudes qui se côtoient, la jalousie qui ronge, les non-dits qui étouffent. Parmi les 14 nouvelles, j'avais envie de vous parler notamment du Maître des lieux,
Récit que j'ai beaucoup aimé, qui nous entraîne au cœur d'un palais délabré et fastueux où vit le mystérieux descendant de la riche famille Soko. Personnage obèse, solitaire et baroque, fasciné par la belle Lisa Marzocchi, jeune fille qui l'embauche comme lectrice. Et c'est nous, lecteurs, qui à notre tour sommes fascinés par la relation trouble qui se tisse. Autre nouvelle que j'ai appréciée, L'amant d'Anna-Marie, récit d'une passion contrariée, une passion longtemps tue, pour laquelle vit Anna-Marie, quelques heures arrachées au temps et aux mœurs. Et oui, Anna-Marie est maîtresse d'un homme marié. Ou encore Maria Gentile, les versions nocturnes, où l'on explore, passionnée là aussi, les nuits de Maria Gentile, héroïne insulaire, nouvelle Antigone qui brave l'autorité et la terreur pour donner une sépulture, pour rendre sa dignité au corps supplicié de son fiancé exécuté par l'ennemi français. Alors, je ne peux pas vous parler des 14 nouvelles, mais j'ai beaucoup apprécié. Je vais donc vous lire un petit extrait du Maître des lieux. Donc, je crois que c'est la plus longue des nouvelles de ce recueil de 14 nouvelles. J'y vais. Rares étaient ceux qui se rappelaient encore la magnificence des Soko. Leurs derniers descendants vivaient seuls, cloîtrés dans un palais à moitié délabré, abandonnés par ses épouses successives, qu'il avait toutes fuies dans l'épouvante. Il était servi par un vieux domestique, Frédéric Ghisoli, qui avait été son précepteur et s'était attaché à son élève au point de dédaigner une condition supérieure à celle-là. Il n'avait pas l'air de souffrir de ce déclassement, encore que toute sa parentèle lui tournait le dos, sauf un de ses neveux, Hector Migati, jeune homme pauvre qui n'avait pas les moyens d'une telle prétention. Je vous laisse la primauté de continuer. Alors, ça c'est pour Marie Ferrante, Histoire cruelle et Amours obscurs, édité chez Gallimard, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Deuxième roman, cette fois-ci littérature étrangère. Carrie Davis, Éclaircie, aux éditions La Table Ronde, 2025. Là aussi, j'ai adoré. Un très beau roman. L'auteure est galloise et écossaise, et elle nous plonge en 1843 au sein d'îles et d'îlots battus par les vents au large des Shetlands, figurez-vous. Je ne connaissais pas vraiment cette partie de l'histoire, mais ça m'a beaucoup touchée, beaucoup intéressée. Je vais vous raconter pourquoi. Le héros s'appelle John Ferguson, c'est un pasteur modeste. Il s'est engagé dans l'opération de la Great Disruption, commandée par les grands propriétaires terriens. Elle consiste à exproprier les paysans qui vivaient sur ces îles pour pratiquer l'élevage extensif des vaches et des moutons. John Ferguson est un pasteur, donc il est nourri de bonté et de foi. Il s'engage justement de bonne foi dans cette aventure surprenante et dangereuse, une aventure que l'on suit avec lui pas à pas. Il doit arriver sur un îlot au milieu de cette mer déchaînée et évidemment chasser des terres les paysans qu'il y trouvera. Il manque de se noyer en arrivant sur un îlot inconnu des cartes et il est sauvé par Aévar, un grand solitaire taiseux qui vit au rythme de la nature sauvage, des vents, des pluies et de la mer déchaînée. Une amitié improbable naît alors. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est un roman qui se lit très vite, qui nous emporte chapitre après chapitre. La fin de l'histoire est insolite et surprenante. C'est un roman sublime où la nature est un personnage à part entière, hymne à la beauté brute des terres lointaines et oubliées. Et Aévar incarne un monde disparu, avec sa langue et ses coutumes. On y apprend beaucoup d'ailleurs, notamment sur les désastres que les Britanniques ont semés dans leur soif de colonisation et de développement économique. Et j'ai réalisé en fait que ce sont finalement deux ouvrages, deux recueils, un recueil de nouvelles où l'insularité est reine. Ses singularités, ses beautés, ses nuances, sa cruauté sont mises en lumière et je vous les conseille. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette chronique littéraire et à très bientôt sur Radio Corse International et Télépaèse. Merci Elisa. Elisa que vous pouvez retrouver aussi donc pour les ateliers d'écriture de Musa Nostra. On va poursuivre avec nos invités. On va parler de Artemare. Artemare avec, bien sûr, vous connaissez le festival d'Artemare sur l'île. Artemare qui s'exporte mais du côté donc de Marseille. On en parle au micro donc de Radio Corse International avec Philippe Cham. Nous allons parler cinéma aujourd'hui avec nos invités, Michel Corot, qui est présidente d'Artemare, et Stéphane Reigoli, qui est réalisateur et producteur.
Michel, bonjour. Bonjour. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nos invités parce que Artemare a de l'actualité à Marseille. Et oui, voilà, Artemare se déplace, se délocalise, s'internationalise, Et pas que sais-je n'importe où. encore. Pas n'importe où. Et à Marseille, la grande capitale du Sud. Marseille avec son mythique cinéma L'Alhambra, tenu par un homme fabuleux, William Benedetto, qui nous accueille depuis des années. Voilà, un accueil chaleureux, un accueil avec un public qui attend cet événement. Chaque fois, on est vraiment bluffé par la qualité des échanges après les projections. Et c'est pour nous un rendez-vous important de notre année d'activité que ce bref séjour à Marseille, où nous pouvons proposer aux spectateurs marseillais, dont beaucoup sont aussi d'origine corse, il faut bien le dire, nous pouvons leur proposer des films qui ont été primés à Artemare. Voilà, donc c'est un peu, si vous voulez, la vitrine du festival à Marseille. Et de ça, nous sommes très contents et très reconnaissants envers notre ami William Benedetto. Alors, au programme, 3 films corses et des réalisatrices. En fait, c'est honneur aux femmes. Oui, mais il y a cette petite fibre chez Artemare, vous savez, qui avait inventé le festival Cinédone, et puis nous poursuivons notre goût pour un cinéma féminin, par exemple dans une manifestation que nous faisons en mars, et qui est un best-of doc by Artemare. Ah oui. Voilà, en mettant un peu en avant nos spécificités, nos choix de programme. Et là aussi, on s'est dit, allez, on embarque une équipe de réalisatrices, et c'est le cas avec Sandy Pujol-Latour, Marie Abenanti, Julie Péréard, et puis Yolène Lacolonge. Voilà, 4 réalisatrices corses, du court-métrage au moyen-métrage très développé, on va dire, du documentaire à la fiction, de l'interrogation sur des faits de société, et aussi avec ce regard du féminisme, là, qui est très très net, à une réflexion qui peut être plus large sur l'art, sur le cinéma et sa puissance de représentation, mais tout ça aussi au regard d'une vision féministe et d'une interrogation sur la place de la femme dans le cinéma corse. Absolument. Alors, ça va se dérouler donc le samedi 31 janvier, Oui. donc à l'Alhambra, à Marseille, dans l'après-midi. Comment on va se... Parce qu'il y a la projection des films, mais pas que. Ah non, c'est toute une après-midi et une soirée qui a été concoctée. Donc, projection des 2 premiers films, et après chaque film, débat, échange avec la salle, etc. Après, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Stéphane, qui est le grand Manitou du Bang Bang podcast. Le Bang Bang, oui. Il y a en effet l'enregistrement d'un podcast, il y a un apéro délirant formidable avec le partenariat de Pietra qui nous accompagne sur toutes les manifestations, et puis après il y a le film de Yolène Lacolonge et une discussion sur son film, bien sûr, mais aussi sur le cinéma corse. Absolument. Et c'est là que ça va être super intéressant d'avoir, mais je n'en dis rien parce que tu en Non, parleras, non, les mais- ambassadrices. Mais bien sûr. Et puis d'avoir Stéphane, qui est producteur, qui est réalisateur, qui connaît vraiment bien le cinéma corse et ses enjeux, et qui va pouvoir participer à ce débat. Alors justement, Stéphane, ces ambassadrices, ces ambassadeurs, quels sont-ils en fait ? Alors, déjà, il faut savoir que donc, dans le Bang Bang podcast, en fait, sa naissance est due et grâce aux jeunes ambassadrices, parce qu'il y avait ce programme du CNC qui a été mis en place. Et donc, en fait, notre projet, c'était justement de faire un podcast de critique de cinéma, et donc de faire venir
ses ambassadrices, ambassadeurs au cinéma et de critiquer les films. Déjà, ça, c'était la base. S'il n'y avait pas eu ces jeunes, il n'y aurait pas eu tout simplement de podcast, déjà. Voilà. Donc, on a mis ça en place. Ça fait combien? Ça fait 1 an, 2 ans, je ne sais plus. On sait la 3e année, là? Oui. Incroyable. Ça passe très vite, voilà. Et on embarque, là, pour le coup, nos ambassadrices, les 4 plus régulières, les 4 plus assidues. Elles viennent à Marseille avec nous. Et moi, c'est la première fois que je vais à Marseille, à l'Alhambra, notamment, où je suis le plus ravi et le plus heureux du monde. Et elles-mêmes aussi sont ravies de nous accompagner. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire donc 2 podcasts dans la journée. Et on va mettre 2 ambassadrices à nous et aussi des ambassadeurs marseillais. C'est ça qui est super marrant. Il y a des échanges, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire la critique du film avec des Corses et des Marseillais. Voilà. Je vous explique un peu le concept. Et le deuxième, évidemment, on switchera, on mettra 2 autres ambassadrices et puis eux aussi nous apporteront leur lumière marseillaise. Voilà pour ce qui va se passer du podcast en termes de critique. Moi, ce que je dois dire, c'est qu'en fait, l'idée que le podcast se délocalise, je trouve ça merveilleux, en fait. Parce qu'en fait, tous ces films qu'on regarde en Corse depuis la Corse sur la Corse, et là, avec un autre, on fait un pas de côté, on va voir, on est à Marseille avec d'autres gens, d'autres personnes, qui certes sont peut-être sensibles à la Corse, mais pas que. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que, est-ce que finalement, les films que l'on produit, que l'on crée en Corse, est-ce qu'ils disent quelque chose aussi d'ailleurs? Et sans doute que oui. Mais on a besoin de se faire valider tout ça, se faire confirmer tout ça aussi. Et pour aller plus loin encore, peut-être sur nos réalisatrices qui seront là, peut-être, en fait, c'est souvent... Alors, Julie est quand même très expérimentée, Julie Perrard est très expérimentée, mais Yolène, c'était son premier court-métrage, premier documentaire, et Marie et Sandy, c'est leur premier court-métrage. Donc ces regards-là, est-ce qu'à un moment donné, ils arrivent à toucher ailleurs, etc. Et on n'en doute pas, mais en même temps, on a envie de voir ce que ça peut donner et quels sont les regards sur ce travail-là. Ouais. Et après, ces podcasts, on pourra les retrouver sur le site. Alors, nous, le podcast est disponible partout. Everywhere. Dappertout. Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. Et on va même faire, si on y arrive, parce que là on est un petit peu... ça va être peut-être juste, mais on va essayer de le faire. On va essayer de faire en sorte que les podcasts soient désormais filmés. Voilà. Et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait ce support vidéo avec notre côté esthétique finalement, parce qu'on est tous très très beaux dans les podcasts. Plus ces beaux invités que vous avez de temps en temps. En plus de ça, évidemment, et Michel en fait partie. Non, alors je n'ai rien dit, je me rétracte. Et donc voilà, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit filmé pour avoir encore une autre portée par rapport au podcast, et tout ça grâce évidemment à Artemar, qui est notre association qui nous chapeaute et qui nous aide et qui vous bénit et qui nous chaque jour. Dans le travail que vous faites. Un petit mot, Michel, sur les 3 films. Parce qu'on a parlé des réalisatrices, mais on n'a pas parlé de leurs films, leurs documentaires. Alors vraiment, ce sont des films qui ont toutes des qualités intrinsèques. Ce sont de très bons films, et d'ailleurs, ils ont été primés. Mais ce sont aussi des films qui vont vraiment permettre au public de s'exprimer et aux réalisatrices de donner leur point de vue, à la fois sur leur écriture filmique, mais aussi quand même sur les sujets abordés. Comme je le disais, la confrontation, c'est l'histoire d'une adolescente qui vient porter plainte. Et donc là, on est sur des sujets très sensibles et d'actualité. Et donc là, je pense qu'il y aura vraiment des réactions dans la salle. Le film suivant sur les colleuses, vous voyez bien que nous restons dans le même univers. Tu n'es pas seul. Voilà, tu n'es pas seul. Comment se défendre, comment faire reconnaître son statut de victime, comment exister après une agression qui vous détruit de l'intérieur, ensuite, pendant des années. Je pense que là, il y a vraiment une cohérence de programmation, que ces 3 réalisatrices vont avoir beaucoup de choses à dire. Et puis après, on va prendre en quelque sorte de la hauteur avec le film de Yolène Nacolonge, qui va évoquer le plus grandiose de notre cinéma corse, c'est-à-dire Thierry de Peretti, Frédéric Farucci, Julien Colonna. Ces 3 films très réussis qui ont marqué l'année 2024. C'était, je veux dire, la première année que le cinéma corse était
en majesté à ce point, dans les grands festivals, à Cannes, à Venise, donc avec des films formidablement aboutis et très très différents. Bien sûr. Voilà, et qui tous disent des choses, mais primordiales sur la société corse. Sur la violence en Corse, les trois, sur la violence en Corse, sur la mafia en Corse, sur la lutte armée en Corse, sur la désillusion en Corse. Et donc, ce sont des films qui amènent une réflexion sur peut-être les impasses dans lesquelles se trouve la société corse. Bien sûr. Et puis ça dit aussi, ce sont des narrations, donc... Est-ce que ces narrations-là, elles touchent aussi le public et de quelle manière elles le touchent? Est-ce qu'elles touchent aussi notre public, d'autres publics, etc. Donc, on revient à la question que tu posais, et la réponse est oui. Je veux dire, Le Royaume de Julien Colonne, c'est une tragédie shakespearienne. Absolument. Je veux dire, on peut le sous-titrer dans tous les pays, ça dira quelque chose à n'importe quel public. Bien sûr. Les choix qui sont ceux de cette jeunesse dans le film de Thierry de Peretti, eh bien, on retrouve des échos de questionnements qu'on a trouvés chez Sartre, chez Camus, etc. Oui, tous ces films ont quelque chose à dire. Et Farucci, qui renvoie à L'homme qui tua Liberty Valence dans un western corse, qui est formidable en soi. Hein. Bien sûr qu'il nous dit quelque chose de la démocratie, il nous dit quelque chose d'autres formes de lutte, et il nous dit quelque chose de l'engagement de la jeunesse, et puis de nos paysages saccagés, et puis les grands choix économiques, et on en parlait, de la mafia sous-jacente et de tout ce qui va mal, nous inquiète les désillusions dans notre pays. Dit, Nos invités aujourd'hui étaient donc Michel Corot, la présidente du festival Artemar, et Stéphane Rigoli, qui est réalisateur, mais également producteur, à l'occasion d'une manifestation qu'Artemar organise le 31 janvier, samedi 31 janvier, à Marseille, au cinéma L'Ambra, avec à 16h, donc la première séance, la confrontation et Tu n'es pas seul. Il y aura ensuite une petite pause apéro pour reprendre un peu ses esprits. Et à 19h15, donc la deuxième séance avec Caméra Obscura, La Fabrique de nous, et donc la production du Bang Bang. Merci beaucoup, puis on se revoit très vite. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci Philippe. Merci Philippe. On va en profiter pour faire un petit point sur les titres de l'information de ce jour. Dans l'enquête sur les incendies de bateaux à Saint-Florent d'avril à septembre 2025, 4 personnes ont été interpellées en Haute-Corse et dans la région de Propriano et placées en garde à vue. 2 hommes connus de la justice ont été arrêtés hier matin à Nice et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Massimo Poncholet en 2024 à l'Île-Rousse. Des militants de Corinne Front feront bien partie de la liste de Gilles Simeoni aux prochaines municipales de Bastia. Une délégation de l'Union des prud'hommes de pêche de Méditerranée a été reçue hier à Bruxelles. Les pêcheurs corses ont mis en avant la spécificité de l'activité insulaire. Météo, pluie et neige le matin, de belles éclaircies l'après-midi, avec encore des averses sur le relief. Voilà pour l'info, la météo de ce mercredi. Merci Philippe, on vous retrouve demain matin. On va poursuivre avec notre cher André Casabianca. Il va nous parler un tout petit peu de Mona Lisa. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. J'ai envie que l'on revienne au musée du Louvre, histoire un peu d'un cambriolage, mais on ne va pas rester dans l'actualité, pas dans l'actualité vraiment récente. Hein. Non. On va aller dans les années 1910, 1911, le 21 août 1911. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que là... Si on en parle, c'est que vraiment, c'est intéressant. Eh bien, écoutez, il y avait un homme qui s'appelait Vincenzo Perugia. C'est un Italien et il est vitrier. Vitrier, c'est toujours une histoire de vitre au musée du Louvre. Donc, il est vitrier au musée du Louvre. Et puis, quand même, il est intéressé par la Joconde. Ce tableau, quand même, lui plaît. Et puis, étant italien, elle est italienne, quelque part aussi, même entièrement, voilà, etc., etc.
il décide de voler le tableau de la Joconde. Alors, ce qu'il fait un soir, il découpe le cadre de la Joconde, du tableau, il plie la toile, tac, 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 il la met sous le bras et il part avec la toile de la Joconde et le tableau de la Joconde. Grande émotion un peu de partout, moins que pour les bijoux, hein, mais bizarrement, hein, bon voilà. Et il la planque chez lui. Bon, chez lui, ok. Il prend une valise et il met la Joconde, la toile dans la valise, et la valise, il la met sous le lit. Mais il y a quand même des recherches. Donc on recherche, la police recherche dans les ouvriers du Louvre, dans le personnel du Louvre. Il tombe sur lui, il y a un inspecteur de police qui arrive dans son appartement à Paris, mais qui bizarrement le questionne, l'interroge, mais il ne cherche même pas, il ne fouille pas dans l'appartement. Il discute avec lui, bon, il voit que c'est pas lui, ou apparemment il pense que c'est pas lui, donc il s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il fait, notre ami Vincenzo Peruggia ? Eh bien, il prend quand même la toile de la Joconde sous le bras, et là, il va en Italie. Il va à Florence. Et là, il connaît un antiquaire, il discute avec l'antiquaire, il lui dit, voyez, regardez ce que j'ai le tableau de la Joconde, enfin, et tout ça. L'autre connaît des spécialistes, donc ils font une analyse du tableau, et il se trouve que c'est la vraie Joconde. Mais quand même, l'antiquaire, il dit, non, c'est pas possible, il faut vraiment que je dénonce ce bonhomme, quand même, c'est pas possible. Donc il dénonce ce pauvre Vincenzo, et voilà qu'on arrête Vincenzo, et il est en prison. Il aura donc, je crois, 18 mois de prison. Donc le voilà en prison. Donc la Joconde revient en 1914 en France, etc., etc., etc. J'ai choisi de raconter une petite partie de cette histoire parce que quand même la Joconde, c'est quand même le tableau le plus en vue vraiment du monde entier, dans tous les musées du monde, hein. On aimerait avoir la Joconde. Et il se trouve que cette Joconde, elle est estimée, hein, et là, tout le monde se regarde en disant, oui, c'est pas trop mal, entre 1 milliard et 2 milliards d'euros, tout de même. C'est quand même du sérieux, là. Bon, mais maintenant, elle est quand même, vous le savez bien, elle est bien protégée, elle est même très entourée. Le musée du Louvre estime même qu'il pourrait faire encore plus d'argent qu'ils n'en font actuellement. Ils vont lui faire une petite pièce dans le sous-sol, dans le sol un petit peu de carré du musée. Ils vont lui faire une petite cachette, et là, le public pourra venir voir la Joconde. Bon, alors, voilà, c'est une petite aventure. Bon, dans l'actualité, vous avez remarqué qu'on a un petit peu eu quelques images de ces gangsters qui eux aussi ont cassé une vitre et qui ont pris les bijoux, n'est-ce pas, de la reine. Voilà. Donc le Louvre, écoutez, il faut quand même aller voir la Joconde, hein. Bon, mais sur les bijoux de la reine, ça court toujours, il court toujours. Alors bon, rien ne vaut quand même la Joconde. Formidable, cet André Casabianca. On se retrouve donc demain. On arrive à la fin de cette matinale. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. On va faire avec ce qu'on a avec le temps, hein. On peut rien y faire. Voilà, soyez prudents surtout sur les routes. Tenete forte e ci vediamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre